Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Au menu cette semaine, une semaine qui a été clairsemée de différentes statistiques macroéconomiques côté US, avec pour la plupart d'entre elles des chiffres qui sont tombés en dessous des attentes. On a pas mal de statistiques sur l'immobilier par exemple, avec des ventes de logements, tout ce qui permet de construire, mise en chantier, et donc des chiffres qui marquaient un repli par rapport au mois précédent. Également sur le sentiment des constructeurs immobiliers aux États-Unis, où l'indice donc, qui marque ce sentiment est tombé à son plus bas niveau depuis 2020. Et puis également des chiffres sur l'appétit pour le crédit, notamment pour le crédit immobilier aux États-Unis. Les données hebdomadaires nous ont montré le troisième plus fort repli pour les demandes de crédit hypothécaire depuis le troisième plus fort repli hebdomadaire depuis la première vague en fait, de crise Covid en 2020. Donc on voit bien qu'il y a un ralentissement qui est en train de s'opérer sur l'activité économique aux États-Unis. On se souvient qu'on a déjà eu ce chiffre de croissance négative, donc un repli de la croissance au premier trimestre. Et donc on a toujours les mêmes interrogations à ce stade sur la dynamique économique en place aux États-Unis, parce que s'il y avait évidemment un deuxième trimestre, donc le trimestre actuel de croissance négative, eh bien cela serait donc une récession aux États-Unis, 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, vous avez une récession, et donc forcément c'est à surveiller parce qu'au même moment, eh bien la Banque centrale américaine normalise sa politique monétaire. On a entendu plusieurs déclarations cette semaine qui ont justement, dans ce contexte de données macroéconomiques assez moyennes, en tout cas en repli par rapport au mois précédent, on a eu les déclarations de Jérôme Powell en milieu de semaine, qui lui a continué d'avoir un discours monétaire offensif, voire très offensif, notamment sur la question du taux neutre, c'est-à-dire du taux auquel la Fed doit relever ses taux pour qu'il n'y ait pas de friction spécifique sur l'économie, mais pas non plus de degré d'accommodation trop important. Eh bien, Jérôme Powell a dit qu'en l'état actuel des choses, le taux neutre était au-delà de 3,6%. Alors évidemment, c'est une vision à l'instant T des choses. Ça veut dire que peut-être qu'en 2 mois, la vision de ce taux neutre sera un peu plus faible et un taux un peu plus bas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérôme Powell met le doigt sur la pression inflationniste qui est actuellement et qui nécessite donc d'avoir plusieurs redressements de taux. Bon, ça on le savait déjà, mais disons qu'il l'a répété. Alors on surveille en fait évidemment ces déclarations de Jérôme Powell parce que va forcément arriver à un moment donné où la trajectoire de la politique monétaire américaine sera trop agressive par rapport à la réalité économique américaine. On voit bien qu'il y a ce ralentissement qui s'opère dans les économies mondiales, aussi bien en Chine qu'en Europe qu'aux États-Unis, et donc le but de la politique monétaire, c'est de faire effectivement baisser les pressions inflationnistes. C'est pas non plus d'envoyer l'économie au tapis, mais de la faire entrer en récession profonde pendant plusieurs trimestres. Donc va forcément intervenir un moment où, si le contexte en Chine a un peu de mal à évoluer, ça va se déconfiner à un moment donné, mais si ça met du temps, si ça continue de perturber donc la dynamique économique chinoise, plus la logistique mondiale, que la situation en Ukraine ne s'améliore pas de manière drastique dans les mois qui viennent, sans forcément se dégrader, mais avec une espèce d'enlisement comme ça, des relations et du conflit, à la fois des relations avec le reste du monde, et puis le conflit sur le terrain, eh bien, à un moment donné, effectivement, l'économie américaine ou l'économie mondiale va continuer à ralentir, et donc là, la politique monétaire devrait être un peu plus, spécifique, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un peu moins d'envolée lyrique, un peu moins de rhétorique trop agressive, et on commencera à faire des choses un peu plus précisément sur l'ajustement du bilan qui n'a pas commencé. On le rappelle, le bilan de la Fed n'a toujours pas commencé à dégrossir, donc ce qui est une des mesures de restriction monétaire que la Fed va mettre en place dans les semaines qui viennent. Mais la question des taux, elle a déjà été bien abordée. Mais donc c'est sur ces questions-là qu'on verra peut-être un peu plus de déclarations à un moment donné, quand on verra que l'économie ralentit un petit peu trop fortement. Regardez ce que nous a donné comme vision de l'économie, en tout cas la micro cette semaine, pas seulement la macro avec les stats immobilières, mais la micro également, avec les publications de différents distributeurs aux États-Unis qui étaient, pour certaines d'entre elles, en dessous des attentes, avec pour certaines d'entre elles des projections un peu plus décevantes, donc des guidances qui étaient un peu en dessous des attentes, mais vous avez des corrections boursières assez fortes qui traduisaient du coup la surprise du marché par rapport à cela. Mais là où ça pose problème pour les marchés plus globalement, c'est pas juste un truc sectoriel pour la distribution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le consommateur commence aussi à moduler, à limiter parfois sa consommation par rapport à des prix qui sont trop élevés et par rapport aussi peut-être à une forme d'inquiétude sur les perspectives économiques dans un contexte mondial assez chahuté. Et donc ça, la Fed va devoir en tenir compte à un moment donné. Donc on est pour l'instant, et c'est pour ça que Jérôme Powell
et d'autres membres de la Fed qui sont exprimés cette semaine ont quand même eu des discours toujours assez agressifs, et ça pour l'instant effectivement ça n'offre pas vraiment de gros soutien au marché. Il y a juste une membre de la Fed, Esther George, qui a indiqué que si les données sur la consommation venaient à changer, la Fed à ce moment-là effectivement aviserait sa politique et changerait sa trajectoire de politique monétaire. Mais la question c'est jusqu'où doit-on aller, et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce point-là, de ralentissement économique pour que la Fed commence à juger qu'effectivement il va falloir être un peu plus prudent aussi sur la normalisation monétaire, de ne pas être trop agressif non plus. Donc, il nous faudra encore quelques données économiques pendant plusieurs semaines, même quelques mois encore probablement, peut-être 2-3 mois encore, pour voir si effectivement à un moment donné l'économie ralentit plus fortement qu'attendu. Pour l'instant en tout cas, donc le marché continue de baigner dans cet environnement de normalisation monétaire, de tensions géopolitiques qui persistent sans se dégrader, mais sans se détendre non plus. Situation en Chine, on voit que des annonces sont faites sur des rythmes de déconfinement dans certaines grosses villes comme Shanghai. Bon, ça c'est plutôt pas mal, mais à quel rythme quoi, hein, c'est toujours pareil. Et est-ce que d'autres villes ne rentreront pas à un moment donné en confinement quand d'autres vont en sortir? Donc ça reste encore assez flou sur la vision globale du rythme de déconfinement en Chine. Donc voilà, ça donne cette semaine où on a une semaine un peu volatile quand même. En milieu de semaine, on a une journée assez forte de baisse sur les marchés. Donc tout le monde a vu cette journée très, très forte où tous les secteurs étaient réservés à la baisse, aussi bien les valeurs cycliques, les valeurs de croissance, tout partait à la baisse. La volatilité, par contre, il n'y a pas encore de panique sur la volatilité. On parle du VIX, qui est donc la mesure de la vol du S&P 500. Eh bien, on a un VIX qui monte un peu au-delà de 30 cette semaine, mais je rappelle, à les niveaux, encore une fois, de panique, c'est quand on commence à aller dans des zones à 40-50 et au-delà. Quand tout va bien, on est entre 10 et 20. Donc, c'est vrai que des zones à 30, c'est quand même un marché qui se montre nerveux, mais il n'y a pas non plus de panique. Et donc, ça soulève la question de la capitulation, en fait. Quand un marché... parfois, c'est pas toujours le cas, mais finit son cycle correctif, ça peut finir parfois par des phases très accélérantes, ce qu'on appelle les phases de capitulation. Vous avez d'un seul coup un marché qui lâche assez fortement pendant plusieurs jours, et donc dans ce cas-là, vous avez souvent des pics de volatilité qui accompagnent ces capitulations. Là, pour ce mouvement-là de correction, on n'a pas encore eu ces pics de volatilité. On a eu plusieurs accélérations de la volatilité aux alentours de 30, 35, un peu au-delà, mais jamais sous forme réellement de grosses mèches, de quelque chose qui irait très haut, qui retomberait ensuite assez vite. Donc ça laisse toujours planer en fait cette hypothèse, à savoir est-ce que la correction est réellement finie, est-ce qu'on aura une capitulation ou plutôt un creux qui va se former de manière progressive, pas forcément une cassure d'un coup, mais plutôt un creux, donc quelque chose qui va durer en fait, un marché qui ne se reprendra pas, mais qui va continuer à former un creux sur plusieurs mois. Voilà, on a un peu ce sentiment-là quand même quand on voit un peu l'état des choses aujourd'hui, de la macro, de la micro et des politiques monétaires. Donc ça, c'est un élément à surveiller. Le pétrole a du mal à retomber. On l'a vu quand même pas mal bouger cette semaine avec des grosses variations intraday, parfois des plus 7, moins 7 dollars sur une seule journée, ce qui est quand même des très gros mouvements. Mais globalement, là, au moment où on enregistre ce podcast, donc vendredi à mi-journée, on a un pétrole qui est à 110 dollars. Donc ça, par contre, c'est pas très compatible avec une détente des marchés. C'est-à-dire que tant que ce pétrole ne retombe pas sur des éléments encore une fois, de détente géopolitique, quelque chose qui irait mieux, toujours en crainte pour l'aspect inflationniste. Mais de l'autre côté, on a aussi vu que le pétrole pouvait baisser sur les craintes macroéconomiques. C'est-à-dire que d'un côté, ce qui le tire à la hausse, le pétrole, toujours, c'est la question géopolitique. Mais on a vu qu'en milieu de semaine, on a fait une incursion sous les 105 dollars brièvement, au moment où le marché avait justement des craintes sur les statistiques économiques, sur les statistiques des entreprises, sur les publications des entreprises, donc sur le rythme de croissance aux États-Unis. Et ça va être le match en fait des jours et des semaines à venir. D'un côté, une tension géopolitique, donc qui entretient le prix cher des matières premières, notamment les matières premières agricoles aussi, mais de l'autre côté, un ralentissement économique mondial qui, lui, traduit une forme de destruction de la demande, de tassement de la demande, et ça par contre, c'est plutôt des facteurs baissiers pour les matières premières. Donc voilà, c'est de voir de quel côté ce bras de fer va être remporté dans les jours qui viennent. Pour l'instant, c'est un bras de fer qui est quand même plutôt tiré toujours par la géopolitique, mais si à un moment donné les stats macroéconomiques dont on vient de parler continuent de se dégrader, la semaine prochaine, je vais en parler, il y a des stats qui nous attendent la semaine prochaine, et si on continue à avoir des stats macro qui se dégradent, dans ce cas-là, on pourrait aussi voir un pétrole qui commencera à retomber vers les 100 dollars sans même que la géopolitique n'ait évolué forcément. Donc ça, c'est des éléments à surveiller. Aussi des phrases qui montrent, qui semblent indiquer, on verra la suite évidemment, ne jamais dire jamais, mais des stats qui montrent toujours que l'Allemagne se prépare à des relations dégradées longues avec la Russie. L'Allemagne qui dit que il n'y a aucune chance pour un retour du business as usual avec la Russie. En gros, on ne fait pas aucun espoir pour l'instant de normalisation des relations, et donc il n'y aura plus de retour à la normale avec la Russie. Donc c'est des phrases quand même assez fortes qu'on entend là. Également,
l'Allemagne qui dit que voilà, si on met en place un embargo sur le pétrole russe, il faut qu'il soit durable, soutenable. Donc en gros, que si on met en place quelque chose, c'est quelque chose qui va durer pendant des années. Donc, oui, on a quand même l'impression que sur les questions de sanctions économiques et de rapport à l'énergie, eh bien oui, certes, il n'y a pas d'embargo tout de suite sur le pétrole et le gaz encore moins parce qu'on a toujours besoin, mais que pour autant, c'est pas pour ça que les relations doivent ne pas changer. Et donc voilà, l'Allemagne elle-même dit que ces relations sont parties pour être modifiées et qu'on n'aura pas de relations normales avec la Russie, aucune chance qu'il y ait un retour à la normale pour l'instant avec la Russie. Donc c'est ça qui est aussi voilà, qui donne une visibilité assez moyenne au marché, parce que pour qu'il y ait des rebonds de marché forts, soutenus, il faut clairement que la géopolitique se détende en fait, ou que la visibilité s'améliore, qu'il y ait quelque chose qui fasse franchir un cap. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Donc les seules bonnes nouvelles qu'on pourrait avoir, à un moment donné, c'est plutôt de la Chine sur la partie confinement ou autre. Ça pourrait détendre un petit peu le marché quand même. Mais voilà, la grosse crainte, des banquiers centraux d'ailleurs le disent dans leur discours, que le plus gros driver de risque pour l'instant, c'est la Chine et la géopolitique. Mais autant la Chine, on peut voir le bout du tunnel parce que les confinements ne vont pas être éternels, autant pour la Russie et l'Ukraine, on a du mal effectivement à mettre un temps là-dessus. Ça peut être un temps long et ça effectivement qui crée de l'érosion de sentiments économiques et sentiments chez les consommateurs, chez les chefs d'entreprise. Et c'est là qu'on peut effectivement avoir des indices qui mettent du temps à qui vont pas forcément se cracher, mais qui vont mettre du temps à retrouver un second souffle, et donc qui peuvent former comme ça des zones assez basses, assez longues, vous voyez, pendant plusieurs mois, des zones où il y aurait assez peu de relief sur ces marchés. D'un point de vue des niveaux marchés, on a quand même touché cette semaine à nouveau des niveaux importants pour le Nasdaq aux États-Unis. Il faut se rendre compte que le Nasdaq, quand vous regardez tout le rallye, c'est-à-dire toute la phase de hausse qui est arrivée depuis le point bas de la crise Covid en mars 2020, eh bien, actuellement, on a corrigé 50% de tout ce rallye. Et donc, c'est un point important pour le Nasdaq, pour la tech globalement, parce que c'est un peu le point d'inflexion ou pas. C'est-à-dire, soit effectivement, on commence à avoir de la résilience, les taux commencent à partir un peu à la baisse, le pétrole ne monte plus, vous voyez, toute cette thématique inflationniste commence à plafonner un peu et à se détendre un peu, et à ce moment-là, ça fera le jeu du Nasdaq, parce que c'est propice aux valeurs de croissance. Mais à la fois, ce qu'on décrive à l'instant, quels seraient les facteurs pour amener à ça? Et pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup à court terme. Et donc, si cet environnement de taux ne change pas beaucoup, que le pétrole ne retombe pas rapidement ou autre, eh bien, il y a quand même des risques que le Nasdaq passe au travers de cette zone des 50% de correction, et à ce moment-là on commencera à arriver dans des zones de pourcentage où là l'accélération pourrait se faire un peu, des phases plus accélérantes, baissières, parce que le marché se rend compte qu'un support potentiel ne tient pas, et dans ce cas-là effectivement c'est un peu une digue qui cède, une digue supplémentaire, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la principale, mais c'est une digue de plus, et donc le marché poursuit comme ça son reflux. Voilà, donc il y a ce risque-là qui est toujours présent sur les valeurs tech américaines, donc forcément les valeurs tech pèsent aussi lourd dans le S&P, donc ça voudrait dire dans le SP500, donc ce qui voudrait dire qu'on aurait des mêmes réactions défensives sur le SP500. Donc voilà pour ce récap de la semaine. Je regarde juste, un petit élément qui pourrait quand même à un moment donné donner une petite bouffée d'oxygène aux consommateurs américains, qui est pressurisé comme partout ailleurs par les prix élevés. On voit que du côté du Trésor américain, ça réfléchit sur la possibilité d'alléger certaines taxes à l'importation qui étaient mise en place sous le mandat Trump pour alléger la facture chez le consommateur. Donc on voit que c'est une piste qui est à l'étude en tout cas. Janet Yellen en a parlé cette semaine. Dans les semaines et les mois à venir, plutôt une question de mois, mais on commence à assister à quelques allègements de certaines taxes de taxes commerciales qui avaient été mises en place il y a quelques temps pour encore une fois faire baisser la pression des prix sur les consommateurs américains. On rappelle que la consommation américaine, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les États-Unis. C'est 2 tiers de la croissance américaine, donc voilà, tout ce qui peut permettre de soutenir cette croissance qui est mise à mal par des prix élevés sera la bienvenue. Donc voilà, tout ne va pas forcément reposer que sur le pétrole ou autre. Il y a comme ça des mesures aussi qui peuvent influencer en partie l'évolution des prix. Voilà pour ce récap macro et marché. Ce qui nous attend la semaine prochaine, donc une semaine intéressante. Ça va commencer avec lundi, l'indice IFO, donc le climat des affaires en Allemagne. Repère important évidemment pour le sentiment par rapport à toutes ces questions de rapport commercial avec la Russie, rapport militaire, rapport géopolitique, rapport énergétique aussi. Donc voilà, l'IFO va nous donner un bon élément de température du climat des affaires en Allemagne. Mardi, ce sera autour des indices d'activité pour la zone euro, donc tout ce qui est PMI, PMI service, PMI manufacturier. Pour la France, pour l'Allemagne notamment, ça va être le gros rendez-vous mardi pour voir justement comment les chefs d'entreprise, les directeurs d'achat, on voit la situation actuelle, voit la situation future aussi, on a des données de projection aussi, donc voilà, sur plein d'items, sur les prix, sur les embauches, sur les carnets de commandes, gros rendez-vous mardi avec les PMI, là nul doute que le marché devrait être réactif par rapport à ça. Le mardi après-midi, on aura les ventes de logements neufs aux États-Unis, donc on verra probablement là aussi quelques ralentissements dans les ventes de logements aux États-Unis. Les commandes de biens durables aux États-Unis, grosse statistique également, ce sera mercredi, suivi mercredi toujours le soir des minutes du compte rendu de la
de la dernière réunion de la Fed. Jeudi, ce sera la deuxième estimation du PIB américain. Donc on rappelle qu'il s'est contracté en première estimation, donc chiffre publié il y a quelques jours, on aura donc la deuxième estimation désormais. On aura encore une stat immobilière aux États-Unis avec les ventes de logements en cours. Et puis on finira la semaine vendredi avec des données, là aussi sur le consommateur américain, sur ses dépenses personnelles et son niveau de revenus, ainsi que des chiffres sur l'inflation. Donc là, une grosse thématique, consommation, revenus, dépenses et inflation PCE, cette fois-ci, qui est une des mesures de l'inflation aux États-Unis, qui est surveillée par la Fed. Donc une semaine clairement intéressante à axer sur toutes ces thématiques, taux, inflation, consommation. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.